Salut à tous, alors du coup on refait une petite vidéo, c'est la suite du coup de la première qu'on a lancée sur Magic. Elle va avec la game qu'on a fait contre Walt sur les Slivoïdes face aux meules. On est allé très vite sur les explications parce que du coup le jeu était très rapide, était très nerveux, donc on n'a pas vraiment eu le temps. Et on s'est rendu compte que du coup ce serait bien voilà, de refaire une petite vidéo rapide pour présenter plus en profondeur le deck qu'on a joué et revoir un petit peu les cartes qui ont été jouées, pourquoi est-ce qu'on les a mis dans ce deck là, pourquoi est-ce qu'elles sont bien. Voilà, avant de commencer, du coup, petite chose, ces vidéos, du coup, ça s'adresse particulièrement un peu aux gens qui commencent un petit peu Magic, aux gens qui jouent beaucoup en casu, parce que du coup, on joue beaucoup comme ça, nous, donc forcément, on n'a pas les decks hyper optimisés, on le sait. On va faire pas mal de misplay aussi. Il y a des moments où on fait des erreurs, on fait des conneries. Donc dans ces cas-là, voilà, pour ceux qui jouent à beaucoup plus haut niveau, n'hésitez pas à limite à partager un petit peu avec les autres ce qui est bien, ce qui est moins bien dans ce qu'on a pu faire dans les constructions de deck. Pourquoi est-ce que pour vous on n'est pas censé faire ça? Parce que du coup ça nous aidera autant nous et que ceux qui débutent un petit peu Magic et qui dans les commentaires pourront voir un petit peu avoir vos conseils. Voilà, donc on s'adresse beaucoup à ceux qui jouent un petit peu comme ça en casual et qui veulent un petit peu voir un petit peu les decks qu'on peut avoir assez facilement au final pour pas être très cher et des decks qui sont pas des gros decks compétitifs mais qui sont des decks marrants pour ceux qui veulent jouer un petit peu avec leurs potes. Voilà. Alors bon, du coup, on va pas reprendre les bases de Magic. Il y a des gens qui font ça bien mieux que nous. Donc si vous connaissez pas du tout Magic, à la limite, si vous voulez commencer un petit peu à connaître le jeu et connaître les bases du jeu, comment on y joue, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Tolki parce qu'il a fait beaucoup de choses là-dessus et c'est super intéressant, c'est super bien. J'ai regardé ça un petit peu moi quand je m'y suis remis parce que j'ai joué il y a peut-être une dizaine d'années, je m'y suis remis très récemment. Et du coup, c'est bien pour revoir un petit peu toutes les règles, pour comprendre un petit peu comment tout marche. Allez voir un peu ce qu'il fait, franchement, parce que c'est vraiment cool. Je vous le conseille. Alors, hop, du coup, on va commencer avec le premier deck. Le premier deck qui va être un petit deck meule. Hop, tiens, à la limite. On va essayer de le noter au-dessus. Voilà, alors du coup, ça c'est le. Ah, ok, il est là. Ça c'est typiquement le deck qu'a joué donc Walt sur les deux games qu'on a vu avant. Je remettrai le lien de la vidéo des matchs, je la remettrai dans les commentaires, oui, dans les commentaires de celle-ci, vous pourrez les retrouver. Alors du coup on va juste commencer vite fait avec les terrains parce qu'il joue avec quelques trucs assez spécifiques. La tombe aquatique, hop, je vais rechanger un petit peu le titre, il est à peine bas, voilà. Donc alors la tombe aquatique, au moment où elle arrive en jeu, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous le faites pas, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Du coup, voilà, ça peut lui permettre de sacrifier un petit peu de points de vie quand il voit qu'il a besoin de mana très rapidement. En fait, ça va lui permettre de récupérer du mana sans que le terrain arrive engagé. Et ça lui permet d'avoir un bicolore parce que la plupart des bicolores, pour beaucoup, arrivent sur le terrain engagé. Donc, s'il est en début de game et qu'il n'a pas forcément besoin de mana, il peut la faire arriver directement engagée, sans se prendre les points de vie, ou voilà, sacrifier un petit peu de points pour rusher son mana. L'estuaire pollué, alors c'est ce qu'il a beaucoup joué. L'estuaire pollué, en fait, vous payez un point de vie, vous la sacrifiez, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte d'île ou marais. Il faut voir, voilà, la tombe aquatique est un terrain île et marais, donc elle rentre au final dans les critères de l'estuaire pollué. Donc du coup, voilà, contre un point de vie, ça lui permet d'aller chercher la tombe aquatique. Par contre, quand elle arrive, cette tombe, voilà, les effets s'appliquent. Donc soit elle arrive engagée, soit il paye des points de vie. Ce qui fait que ça peut lui coûter jusqu'à 3 points de vie pour avoir son terrain. Par contre, ça lui permet d'avoir une bonne sélection des terrains dont il a besoin, d'avoir le mana dont il a besoin assez rapidement en début de game.
Les catacombes noyées, elles arrivent sur le champ de bataille à moins que vous ne contrôliez une île ou un marais. Donc pareil, ça marche avec la tombe aquatique qu'on a vue avant. S'il a déjà ce terrain-là, elle n'arrive pas engagée. Et c'est un ouf. Là où il y a beaucoup de terrain, vous voyez, vous verrez après dans le mien. J'en ai un où il faut que j'ai 2 landes pour qu'il n'arrive pas engagé. Du coup, là, la sienne a besoin que d'un. Et enfin, le dernier terrain un peu spécifique, on va voir le quartier fantôme. Alors, le quartier fantôme donne du mana incolore. Par contre, vous pouvez le sacrifier pour détruire l'un terrain que l'adversaire contrôle. Donc il le joue quasiment que comme ça, pas forcément pour le mana neutre, incolore. Il l'utilise voilà, pour détruire un terrain, c'est ce qu'on voit dans la première game, c'est ce qu'il fait, ou dans la deuxième. Non, dans la première il me semble. Il l'engage, il me détruit une montagne, et j'ai le droit d'aller chercher, donc j'ai le droit d'aller chercher dans ma bibliothèque un terrain de base et de le mettre sur le champ de bataille engagé. Alors, pourquoi s'il fait ça alors qu'on peut aller en rechercher un derrière? Eh ben, tout simplement parce que le but du quartier fantôme, c'est qu'on aille chercher dans notre bibliothèque, parce que derrière, il va nous jouer voilà, le piège aux archives. Le piège aux archives, normalement, a un coût de 3, 4, 5 mana, et si j'ai cherché dans ma bibliothèque ce tour-ci, il peut le placer pour 0. Donc en fait, avec le quartier fantôme qui ne me coûte rien, si je vais chercher dans ma bibliothèque, il peut me meuler gratuitement de 13. Voilà, pour ceux qui sont pas... qui ne connaissent pas, la meule c'est reprendre les cartes du dessus de sa bibliothèque, les mettre directement dans son cimetière. Parce que la règle, la magique, si vous ne pouvez pas piocher au début de votre tour, vous avez perdu la partie. Donc en fait, son deck est basé autour de ça. Le but, c'est d'enlever toutes les cartes de ma bibliothèque et de me faire perdre quand je n'en ai plus. Donc du coup, voilà, on peut voir que le piège aux archives, c'est hyper fort. Si quelqu'un va chercher dans sa bibliothèque, vous mettez ça face à un touche-terre ou face à un ramp un peu quelconque qui a besoin d'aller chercher dans sa bibliothèque des terrains. Meule 13 pour 0, si on a 3, ça fait quand même meule 39. Ça fait 4 sixièmes de votre deck, c'est méchant. Ensuite, donc là on commence avec les cartes, il a beaucoup de sorts. Une seule créature. Il joue avec l'écurage de pensée. Donc c'est ce qu'il me joue au début de la première partie. 2 fois, il met 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Il pioche une carte, du coup ça lui permet de remplir sa main. Pour pas très cher, ça coûte 1, donc c'est un très bon early. Pour le premier tour, ça passe super bien. Ensuite, l'incursion dans la crypte. Alors l'incursion dans la crypte, pareil, c'est ce qui me joue. Il exile toutes les cartes de créatures du cimetière. Il gagne 3 points de vie par créature exilée de cette manière. C'est hyper fort contre les decks aggro. Parce que si vous le tuez pas en 2-3 tours, là, il peut vous la poser à partir du 3ème. La plupart du temps, il tempo il tempo plus loin pour pouvoir la placer. Parce que plus vous avez de cartes dans votre cimetière, plus il va se régénérer en PV, et après c'est hyper difficile pour le faire chuter. Ça peut monter très vite. 3 points par créature si vous avez un deck aggro full créature. Très fort. Le chemin vers l'exil. Retirer la créature ciblée de la partie, son contrôleur peut chercher une carte de terrain dans sa bibliothèque. Pareil, donc la même, ça sert déjà à renlever les créatures, à clean un peu le board de votre adversaire. Pour 1, le coût est très faible. Pour 1, il vous exile la créature, elle n'est même pas dans le cimetière, il vous l'exile. Et vous pouvez chercher une carte. Donc là, pareil, c'est tout du bluff en fait. Il n'a pas forcément 4 pièces aux archives dans sa main. Par contre, s'il en a 1 ou 2 et que vous le faites, ça peut coûter très cher. La jumelance, alors la jumelance, la copie du sort d'éphémère, et vous pouvez rediriger la copie. Donc là, elle peut se combiner du coup avec le chemin vers l'exil. Au final, vous exilez une créature, paf, jumelance derrière, vous reciblez une autre créature, ça fait 2 créatures qui partent en exil. Et si c'est mis sur d'autres cartes, voilà, ça peut aller très vite, on va le voir avec les funérailles de l'esprit. Les funérailles de l'esprit plus la jumelance, vous meulez jusqu'à 8 terrains. Ça fait mal. Sachant que bon, moi, je joue quand même beaucoup avec, même les decks aggro, je les joue quand même avec beaucoup de terrain.
J'ai une grosse mana base à chaque fois. Peut-être pas aussi parce que j'ai l'habitude de jouer contre lui et contre ce deck. Vaut mieux avoir pas mal de terrain parce que 8 terrains c'est quand même énorme. Moi je joue avec 20, 22. Ça fait quand même très cher pour 4. Le verdict suprême, alors le sort de tempo par excellence, le verdict suprême détruit toutes les créatures et il ne peut pas être contrecarré. Ce qui veut dire que vous pouvez pas jouer un contre-sort contre ça. Donc vous avez juste à subir les effets. On va voir, il y a peu de choses qui peuvent aller contre l'indestructible, mais voilà, moi j'ai pas beaucoup d'indestructible, je m'aime pas du tout dans le Silver Age, j'ai pas du tout d'indestructible, donc c'est quand même très très dur. On joue rarement avec beaucoup d'indestructible contre ce genre de choses, mais on verra, il y a une autre petite astuce, on la verra tout à l'heure avec le Slivoid. Le crabe d'édron. Le crabe d'édron a un touche-terre pour 1, c'est une 0-2, donc en fait c'est la seule créature qui joue. Ça lui permet de temporiser un petit peu, parce que du coup ça va freeze un petit peu l'attaque. Il va pouvoir bloquer un petit peu. Et à chaque fois qu'il pose un terrain sur le champ de bataille, le joueur met les 3 quarts du dessus de sa bibliothèque. Donc tout à l'heure on a vu avec les terrains, il en pose un, il le sacrifie pour un point de vie, il va chercher un autre terrain, il le met en jeu, ça fait 2 terrains, donc ça fait 6 à chaque fois. Ça peut être très fort. Si vous avez 2 crabes d'édron, pour un terrain en un tour, vous pouvez meuler 12 facilement. Donc ça peut être très intéressant, surtout le coût est peu cher du crabe. Ensuite, l'éther teinté, The Tainted Ether. À chaque fois que la créature arrive en jeu, son contrôleur sacrifie une créature ou une land. C'est pareil, c'est ce qui me joue dans la game précédente. Voilà, à chaque fois que je veux poser une créature, je suis obligé de défausser quelque chose, de sacrifier pardon quelque chose, ce qui est très très fort parce que voilà, même si j'ai des petites créatures qui coûtent pas cher, il me pose ça à partir du tour 4, c'est-à-dire que j'ai 4 terrains, voilà, à chaque fois je vais être obligé de sacrifier quelque chose, surtout s'il a joué juste avant. Hop, que je la retrouve. Voilà, s'il joue le verdict suprême, c'est juste avant, bah, il vous reste 3-4 terrains, et après bah, pour refaire votre board, vous êtes obligé de sacrifier, donc vous allez très vite saturer, et ça va être très très compliqué. Hop, la Ghost Prison, j'en ai pas loupé une, non c'est bon, la Ghost Prison, la prison fantomale en français. Pour 3, c'est pareil, un enchantement qui va poser comme l'éther. Toutes les créatures ne peuvent pas attaquer à moins que son contrôleur ne paye 2 pour chaque créature. Oui, pour chaque créature. Donc très compliqué, il faut avoir beaucoup beaucoup de mana si vous voulez arriver à passer au-delà. Et alors la prison fantomale plus l'éther teinté, c'est juste impossible à contrecarrer. Et après, bah, il a le champ libre pour vous meuler jusqu'au bout. Donc du coup, voilà, c'est très intéressant. Il y a de quoi détruire les créatures, de quoi exiler. Donc beaucoup de contrôle de board. Ensuite, beaucoup de contrôle sur vos terrains, sur le mana que vous utilisez. On l'a vu avec le Ghost Phantom. Donc très très intéressant du coup. La vision de l'au-delà. Pareil, une petite carte pour 1, alors ça sert quand vous êtes un petit peu en rade de cartes, vous pouvez piocher une carte, enfin vous piochez une carte, si un, un cimetière a 20 cartes ou plus, vous piochez 3 cartes à la place, donc du coup ça peut vous refaire une main en fait, parce que les 20 cartes vous les avez très très vite, vous pose une funéraille de l'esprit, là déjà vous êtes déjà pas forcément loin de les mettre, surtout si c'est mis avec la jumelance, vous êtes carrément sûr que vous avez vos 20 cartes dans le cimetière. Donc tour 2, tour 3, souvent vous les avez. Il pose ça pour 1, il refait sa main, et du coup ça lui permet d'avoir beaucoup beaucoup de contrôle. Le Dark Rituel, vous engagez un mana noir, vous en gagnez 3. Alors du coup bah, c'est pratique. Vous gagnez 2 mana noirs gratuits dans votre tour au final. Parce que sur les 3, il y en a un que vous avez engagé. 2 mana, bah, ça vous permet de placer assez rapidement dans la partie une destruction ou quelque chose. Comme ça vous permet d'avoir beaucoup de mana très vite.
Et enfin, la dernière des cartes, Glimpse the Unthinkable, si je me rappelle du nom en français. Ah putain, j'étais sur le bout de la langue. Vision de l'impossible. Non, c'est pas ça. Ouais, je vous la redonnerai plus tard. Enfin, au pire, vous la retrouverez facilement. Du coup, voilà, pour 2, un mana bleu, un mana noir, l'adversaire se meule de 10. Vous mettez la jumelance dessus, pour 3, il se meule de 20. Donc, comme quoi, du coup, vous avez très vite les 20 cartes dans votre cimetière. Et quand vous jouez à 60 cartes, c'est très compliqué parce que du coup, il vous place ça, il vous place une jumelance en un tour pour 3 mana. Il vous a fait, du coup, un tiers de votre deck. Donc en fait, il a juste à en mettre 3 comme ça et c'est fini. Moins les sets de départ, moins celles que vous piochez à votre tour. Enfin, du coup, ça peut aller très très vite. Donc voilà un petit tour un petit peu pour le meule. Donc on a vu, il est très très puissant, il est très très bien fait, il est très bien optimisé. Ça peut encore être mieux, mais voilà, déjà là, il est très puissant parce qu'on le voit, il contrôle absolument tout, il contrôle le board, il contrôle les créatures, il contrôle votre mana, il manque presque juste un peu de contrôle de main, et c'est total. Et ça meule très 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 vite, donc voilà, du coup, je joue beaucoup d'aggro. Lui joue beaucoup de contrôle, je joue beaucoup d'aggro contre ça. C'est très compliqué parce que au final, hop. Voilà, comme il a beaucoup de contrôle de créatures, au final, moi j'ai beaucoup de mal à arriver à m'en sortir parce que même avec un aggro, il va très très vite, il se développe très très vite. Et il meule très rapidement et voilà, si vous place une destruction ou quelque chose comme ça, vous êtes sûr quasiment à tous les coups de vous faire avoir. Parce que vous avez déjà plus que la moitié de votre deck et vous avez plus une seule créature, vous pouvez pas en placer à cause de l'éther teinté. C'est très dur. Après, voilà, pour pouvoir contrer ce deck, je pense qu'il faudrait jouer un peu un burn, ou en tout cas de jouer de la défense talismanique, des choses comme ça empêche vos créatures d'être ciblées par les sorts. Donc voilà, les chemins vers l'exil ne peuvent plus marcher, ce genre de choses marche pas. Mais voilà, vous êtes quand même faible parce que la destruction marche quand même sur la défense talismanique, puisqu'elle ne cible pas, toutes les créatures sont détruites, y compris celle du contrôleur. Donc du coup, voilà, ça peut aller très 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 loin. Alors, on part un petit peu sur le Slivoid. Alors, bon, le mien est beaucoup moins bien optimisé, il y a beaucoup plus de cartes, on va y passer beaucoup de temps, je suis désolé. Je vais essayer de le refaire un petit peu là prochainement, j'ai regardé un petit peu les cartes que j'allais mettre. Voilà, alors quelques terrains, donc on va vite les passer, on en a déjà vu. Celui-ci arrive sous mon contrôle, il n'arrive pas à engager, pardon, si j'ai déjà 2 terrains de base. J'ai beaucoup de terrains de base, par contre voilà, c'est très compliqué parce que le Slivoid est un 5 couleurs, il me semble, je crois que le mien, je vais avoir les 5. Alors, hop, le temple de la révélation, il arrive engagé, quoi qu'il se passe, par contre du coup ça me permet d'avoir un petit regard de 1, ça me permet d'avoir un tout petit peu de contrôle sur ma bibliothèque et d'avoir des bilans aussi parce que les bilans sont très efficaces sur le Slivoid vu que vous avez besoin de beaucoup de mana différents, vous n'êtes pas sûr de les piocher, avec les bilans vous avez 2 fois plus de chances d'avoir le mana qu'il vous faut. Dérivage inconnu, ça j'en mets 4, ça me permet d'avoir un mana incolore à ma réserve, et pour 2, d'avoir un mana de la couleur de mon choix. Bon alors du coup voilà, c'est un peu dommage parce que ça me coûte un terrain plus le rivage inconnu, donc du coup ça me coûte 2 pour avoir le mana que je veux. Par contre ça peut me servir, il y a des moments où ça me sauve complètement, au moment où je suis en rate de mana, il me faut absolument 1. Par exemple, un noir, je sais que j'en ai pas beaucoup dans mon deck parce que j'ai pas beaucoup de créatures. Il me faut le noir. Et ben voilà, j'ai toujours le rivage inconnu. Ça peut toujours m'aider. Les vestiges croulants. Le vestige croulant arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. Voilà, alors du coup, typiquement, après il me sert que de terrain neutre, de terrain incolore.
pour du mana incolore. Et voilà, dès qu'il arrive en jeu, donc comme pour les rivages inconnus, ça, sur un coup de chance, ça peut me sauver la vie. J'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un. Voilà, parce que du coup j'ai fait tous mes decks avec beaucoup de cartes que Walt m'a donné, avec beaucoup de cartes surtout que j'ai eu dans les packs de construction quand j'ai commencé, donc c'est pour ça aussi que mes decks sont pas hyper optimisés, parce que je les ai pas encore faits comme il faut. Alors, les créatures, on va aller assez rapidement, hein. Slivoid Predator, faut savoir, voilà, tous les Slivoid, pour ceux qui connaissent pas trop les Slivos, tous les Slivoid ont une capacité qui est, tous les Slivoid gagnent quelque chose. Donc le but c'est d'avoir un maximum de Slivoid différents qui vont se renforcer les uns les autres pour pouvoir mettre un gros burst à l'adversaire assez vite. Voilà, le Slivoid Prédatoire, alors typique voilà, de l'aggro sur le Slivoid, tous les Slivoid gagnent +1/+1, y compris celle-là. Donc du coup, pour 2, c'est déjà une 2-2 au départ. Vous en posez 2, les 2 sont des 3-3. Vous en posez une quatrième, toutes sont des 4, les 3 sont des 4-4. Donc du coup, ça peut monter assez rapidement en fait, en dégâts. Le Slivoid de diffusion, alors le Slivoid de diffusion, ça me permet d'avoir un petit peu de tempo ou de contrôle sur les sorts des adversaires, car tous mes Slivoid, s'ils sont cibles de capacité haut de sort, l'adversaire doit payer 2, ou alors le sort est contrecarré. Donc ça peut être super bien. C'est à jouer aussi beaucoup avec un Slivoid rapide, parce que si vous mettez un flash, si il arrive avec le flash, le sort est contrecarré du coup, à moins qu'il ait le mana pour pouvoir le payer, vous pouvez contrecarrer un sort avec votre Slivoid et en plus poser une créature. Voilà, c'est toutes des petites créatures comme vous voyez qui coûtent pas cher. Là pour l'instant les 3 c'était toutes des créatures qui coûtaient 2 en mana. Un Slivoid ligamenteux, le même que le prédatoire, sauf qu'il est en blanc, ça me rajoute +1/+1. Donc du coup en fait ça me permet d'en avoir qui font la même chose, mais sans le même nom, ça me permet d'en avoir beaucoup dans mon deck en fait. Potentiellement je peux en avoir 4 prédatoires, 4 ligamenteux, et on va le voir, il y a encore les musclés qui font la même chose. 4 musclés en... Par contre le musclé et le ligamenteux ne passent qu'en format Legacy, donc on ne peut pas le jouer dans d'autres formats, alors que le prédatoire passe dans le moderne et dans le standard. Voilà, en Legacy je peux avoir 8, 9, 10, 11, 12, donc 12 créatures qui donnent +1/+1, donc en gros, voilà, plus j'en pose, plus ça devient ingérable pour l'adversaire, parce qu'à la fin mes Slivoid deviennent des 8-8, bon, quand même les poser, on est d'accord, mais voilà, ça me donne un gros avantage au niveau de l'attaque de mes Slivoid. Le Slivoid frénétique, alors bon, du coup, la frénésie de 1, à chaque fois qu'il attaque et qu'il n'est pas bloqué, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire, si jamais j'attaque avec, s'il n'est pas bloqué, à la place d'infliger un dégât, il en infligera 2. Le Slivoid virulent, alors le Slivoid virulent fonctionne avec l'empoisonnement. Toutes mes Slivoid ont l'empoisonnement. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'empoisonnement, c'est des marqueurs que vous allez mettre sur le héros adverse quand vous allez le toucher. Si vous touchez le héros adverse avec une de vos créatures, donc si vous lui infligez des dégâts, il prendra un marqueur. Donc si vous avez 3 Slivoid qui attaquent et qui sont imbloquables et qu'ils attaquent le héros adverse, voilà, vous lui mettez 3 marqueurs. À partir à 10 marqueurs, l'adversaire perd la partie. Celui qui a 10 marqueurs perd. Donc du coup, ça peut être très très sympa. Ça peut vous donner une petite victoire sans avoir besoin de bouffer les points de vie en fait. Vous n'avez pas besoin de grosses créatures qui tapent fort, c'est-à-dire que vous avez juste besoin de beaucoup de créatures et qu'elles soient non bloquées par votre adversaire pour pouvoir gagner très facilement. Le Slivoid à plaque, vous gagnez +0, +1 à tous les Slivoid. De la bonne défense. Le Slivoid de garde. Le Slivoid de garde, alors très intéressant, il vous donne la protection contre la couleur de votre choix. Alors c'est assez cher, voilà, c'est une des cartes assez lourde en mana que j'ai dans mon deck. Mais voilà, ça peut des fois m'aider contre des decks contrôle. Tous mes Slivoid ne peuvent plus être la cible de sort ou de capacité. Alors du coup quand je joue contre Wall, j'en joue pas beaucoup parce qu'il cible pas forcément beaucoup. Ou alors j'ai plus le mana pour pouvoir le mettre.
Par contre, voilà, si vous jouez avec quelqu'un qui joue un contrôle bleu avec tous les contre-sorts, voilà, vous pouvez typiquement jouer ça, vous mettez une protection contre le bleu, et après, vous êtes sûr de faire des ravages. Le Slivoid Decrypt, on va s'arrêter juste une seconde sur lui. Voilà, très intéressant, tous les Slivoids ont la régénération. La régénération, si votre créature doit mourir, à la place, elle est régénérée. Alors, ça c'est intéressant parce que du coup, sur la grosse destruction de masse qu'a Walt, on peut voir en fait, si j'attaque avec un de mes Slivoids, je peux et qu'il était engagé, je peux le sauver. Donc ça m'oblige, voilà, par contre, à ne pas l'attaquer avec toutes mes créatures. Mais vu qu'il a très peu de défense, au final, c'est pas forcément grave. Je garde quelques Slivoids désengagés. Si j'ai le Slivoid Decrypt, ça me permet d'en sauver quand il fait une grosse destruction. Voilà, la régénération fonctionne typiquement comme un bouclier. C'est pas sur une question de cibler ou non. Ça permet, voilà, de donner un petit boubou à votre créature. À la place de mourir, vous la laissez sur le champ de bataille engagée. Ensuite, alors, le Slivoid, tous les Slivoids ont la provocation, c'est-à-dire que tous les Slivoids doivent être bloqués par 2, si possible, donc ne peuvent pas être bloqués par une seule créature que votre adversaire contrôle. C'est sympa, voilà, je vais essayer de l'enlever quand j'en aurai d'autres pour pouvoir mettre autre chose à la place, parce que je pense qu'il y a quand même plus intéressant, surtout contre des decks, comme celui de Walt, des decks contrôle, parce qu'il a très peu de créatures, donc voilà, ça rend mes créatures imbloquables, mais au final, quand il a une créa et que j'en ai 4, ça me sert pas forcément des masses. Le Slivoid, alors si je dis pas des bêtises, aiguisé. Slivoid aiguisé, toutes mes créatures gagnent plus 1, plus 0, c'est pareil, ça coûte plus cher que le ligamenteux, ça donne moins. Par contre, c'est une 2-2, donc ça peut être utile, mais voilà. Je pense que si je continue sur mon optique de faire un Slivoid avec des faibles coûts en mana pour très vite rusher, je vais plutôt aller sur plus de ligamenteux et plus de musclés. Le Slivoid Géniteur. Le Slivoid Géniteur, alors un petit peu comme le Virulent, sa capacité s'active quand vous touchez le héros avec un de vos Slivoids. Si vous arrivez à vous toucher, vous mettez sur le champ de bataille un jeton Slivoid 1-1 incolore. C'est super pratique, ça permet de spammer, voilà, d'avoir de plus en plus de Slivoids. Et comme c'est des Slivoids, ils sont renforcés par les autres, donc ça devient, si vous arrivez à toucher le héros, ça devient très vite ingérable. Après, voilà, gros coup de mana, c'est quand même une 3-3. C'est difficile à jouer, par contre, c'est très intéressant. Si vous arrivez à la placer, c'est très très intéressant. Le Slivoid rapide, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça permet à tous vos Slivoids d'avoir le flash, c'est-à-dire d'être joué à n'importe quel moment, même pendant le tour de votre adversaire. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si j'ai déjà celui-ci en jeu, et que j'ai le Slivoid de diffusion, je peux le placer pour avoir un contre-sort dans ma main et pendant mon tour. Par contre, il faut que je garde du mana, bien entendu. Le Slivoid cristallin. Alors le Slivoid cristallin, mes Slivoids ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités. Voilà. Par contre, bien entendu, quand on dit la cible de sorts, c'est seulement les sorts qui ciblent, c'est-à-dire les cartes sur lesquelles il est écrit, par exemple, détruisez la créature ciblée. Donc ça marche, par exemple sur le chemin vers l'exil. Le chemin vers l'exil qu'on a vu tout à l'heure, qui exile une de mes créatures, ne fonctionne pas si j'ai un Slivoid cristallin en jeu. Par contre, la grosse destruction, elle, passe quand même parce qu'elle ne cible pas directement, elle détruit toutes les créatures. Le Slivoid de talon, en français, j'ai pas le nom français. Alors tous les Slivoids ont le first strike, l'initiative, c'est-à-dire qu'ils vont infliger leurs dégâts en premier aux autres créatures. Donc potentiellement ils peuvent détruire une créature. Si une 1-1 avec l'initiative se bat contre une autre 1-1, la mienne gagne et ne meurt pas parce qu'elle frappe avant, donc elle tue l'autre créature avant que mon adversaire ne lui inflige des dégâts. Très intéressant, du coup l'initiative, mais c'est pareil. Dans ce deck là, je pense l'enlever parce que Walt joue pas avec des créatures qui infligent des dégâts, donc ça ne me sert pas forcément. Il me faudrait la double initiative, on va le voir plus tard. Le Slivoid ailé,
toutes mes créatures ont le vol. Alors ça c'est pareil, bon ça me sert pas contre Pool, je vais les enlever plus tard. Par contre, voilà, il faut les garder en réserve. Si vous tombez face à quelqu'un qui a toutes des petites créatures, par exemple un petit deck gobelin, et ben vous pouvez utiliser ça, vous jouez ça, toutes vos créatures ont le vol, donc votre adversaire, si ces créatures n'ont pas le vol, ne pourront pas vous bloquer, donc vous pouvez toucher directement les héros, ce qui est très intéressant si vous avez un Slivoid Genitor ou un Slivoid, celui qu'on a vu tout à l'heure, Slivoid virulent, parce que du coup vous allez très vite toucher, vous allez soit spammer votre board, soit vous allez mettre beaucoup de petites créatures avec le Slivoid Genitor, soit vous allez mettre beaucoup de dégâts de poison, de marqueurs poison sur votre adversaire, avec le virulent. Le Slivoid musclé, alors le Slivoid musclé, bah voilà, c'est exactement le même que le Slivoid prédatoire, mais il n'a pas le même nom. Donc vous avez le droit d'en avoir 4 dans votre deck et d'avoir 4 prédatoires aussi. Par contre, il est dans un format... il marche pas, vous pouvez pas mettre un Slivoid musclé en standard ou en moderne, il faudra être en legacy minimum. Pareil, donc le même coup de 2, avec une forêt aussi, et c'est aussi une 1-1. Le Slivoid Crotal, si je dis pas de bêtises. Non, arrêtez-moi, je suis pas sûr. Alors, tous mes Slivoids ont le flanking, le débordement, quand une créature sans le flanking bloque un Slivoid, la créature bloquée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça met un malus sur vos créatures adverses s'il veut vous bloquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une créature minimum de 2/2 pour pouvoir le bloquer. Parce que s'il bloque avec une 1/1, votre créature, la sienne va gagner -1/-1 jusqu'à la fin du tour, va mourir avant même le combat. Le Slivoid à aiguille, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a aiguille dedans, je suis pas exactement sûr, mais ça doit être ça, le Slivoid à aiguille. Un petit coup de 2, une 1/1, tous les Slivoids ont, en engageant, cette créature inflige 1 de dégâts à la créature attaquante ou bloqueuse. Ça peut être bien, mais voilà, c'est pas forcément ce que je recherche dans le mien. Je l'ai pour l'instant parce qu'elle a un petit coup de mana, je l'ai quand même gardé pour ça. Je pense la changer rapidement par autre chose. Hop. Donc ce petit là va vous donner de la meule. Le Slivoid, si vous l'engagez, tous les Slivoids, pardon, si vous les engagez, le joueur ciblé met les top, la carte du top de sa bibliothèque, la première carte de sa bibliothèque dans son cimetière. C'est de la meule, c'est pas très efficace, surtout dans le mien, ça ne me sert pas des maths, c'est surtout parce qu'elle coûte 1, contrairement aux autres Slivoids que j'ai. Donc je peux la placer plus rapidement, ça peut me faire un tour 1. Ça peut être pratique, après voilà, la capacité est pas ouf non plus, il y a bien mieux. Le Slivoid furieux. Là, j'ai du mal avec les noms. Je les ai en français, pourtant je l'ai en français, je suis même pas sûr que ce soit ça. Donc du coup, voilà, il vous donne la double initiative, il coûte cher, il a beaucoup de... Il a un coût de mana très élevé, par contre c'est une 3/3 et la double initiative, ce qui fait que vous allez infliger 2 fois les dégâts. Donc ça va vous donner un bon coup de boost. Si vous arrivez à la placer, vous allez pouvoir détruire facilement les créatures. Et surtout vous infligez des dégâts en premier, comme l'initiative. La double initiative fait que vous tapez en premier, vous tapez 2 fois. Le Slivoid cuir gemme. Alors très intéressant parce que pour 2, tous les Slivoids ont, en les engageant, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Donc ça c'est très intéressant parce que si vous arrivez à le poser au tour 2, à partir du tour 2, et bah du coup vous avez un mana supplémentaire grâce à cette créature, et puis après bah du coup plus vous mettez des créatures, plus vous aurez de mana, ce qui vous permet d'aller très rapidement, et voilà, de compenser si vous arrivez avec le Slivoid furieux, qui a un coût de 6, et bah vous pouvez le poser très rapidement, parce que avec le cuir gemme et d'autres Slivoids, vous allez pouvoir avoir votre mana très vite, ça vous permet de prendre un avantage considérable. C'est pareil, alors lui j'ai pas le nom en français, tous les Slivoids ont cette créature peut bloquer comme si elle avait le vol. Par contre elle peut bloquer mais elle n'a pas le vol, donc moins intéressant. C'est pareil, le Slivoid ailé et celle-ci, je pense les remplacer par les Slivoids des bourrasques. Parce que
la créature, tous les Slivoids ont le vol, et surtout c'est un Slivoid qui ne coûte que 1, contrairement au Slivoid ailé et à celui-ci qui coûte 2, donc c'est bien plus rentable pour 1 d'avoir un Slivoid qui donne le vol. Voilà, à changer aussi. Là on rentre un petit peu dans une créature que j'utilise peu, ou en tout cas qui est dans ma réserve, mais que je joue pas mal contre certains decks. Le Slivoid Ghost Flame, l'Ectoflamme, tous les Slivoids sont incolores. Alors ça c'est super pratique si vous jouez face à un deck Eldrazi contrôle, parce qu'il y a des decks Eldrazi par exemple, vous détruisez toutes les créatures incolores. Walt en a un, et voilà, je joue beaucoup contre ce deck là parce que au final tous vos Slivoids sont protégés contre ce sort là et ne seront pas détruits. Ça peut être très intéressant. En dehors de ça, voilà, elle est quand même bien parce que c'est une petite qui coûte 2 pour une 2-2 pour 2, c'est quand même intéressant. Après il faut avoir son coup de mana, il faut avoir de la chance au départ pour tomber sur un noir et un rouge si vous voulez la placer autour d'eux, mais voilà, ça peut jouer facilement et ça peut jouer de manière intéressante si vous tombez contre des sorts qui ciblent les créatures colorées. C'est pareil, je sais que dans un deck, Walt aussi a une carte détruisée, a du contrôle pardon, sur toutes les créatures qui sont colorées. Par exemple, vous détruisez tous les permanents colorés, c'est-à-dire créatures, enchantements, aura, tout ce qui est coloré est détruit. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu de sauver vos créatures, ça vous permet de survivre à toutes ces cartes-là et d'avoir la résistance au contrôle. Ok, alors je sais pas combien de temps on en est, on doit être pas loin d'une demi-heure, parce que le mien a duré très longtemps, c'est très compliqué au final de parler aussi longtemps. Voilà, on arrive à la fin. J'espère quand même que ça vous aura plu de pouvoir voir un petit peu les decks avec lesquels on joue, en fait, pas que les cartes qu'on a pu jouer, de voir un petit peu ce qu'on a dans notre deck, de voir un petit peu la manière dont on les construit. N'hésitez pas du coup à partager un petit peu avec nous si vous pensez voilà, que les decks peuvent être encore mieux, si vous avez des idées de cartes qu'on peut changer. Voilà, dans mon Slivoid, je sais qu'il y en a beaucoup, j'en ai déjà dit quelques-unes que je voulais enlever, celles que je voulais rajouter. Mais si vous avez d'autres idées, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, mettez-les nous un peu dans les commentaires. Pour nous, et puis aussi un petit peu pour ceux qui débutent à Magic, qui ont quelques cartes Slivoid, qui trouvent ça intéressant et qui ont envie de se faire un deck, ou un deck meule. Voilà, et j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir ce que vous pouvez faire avec, de vous donner un petit peu quelques noms de cartes, quelques idées. Et voilà. Et à bientôt. Et on va essayer de refaire un petit peu quelques games. Je pense la semaine prochaine, on essaiera de vous en remettre quelques-unes. Allez, bye.